La fiancée du millionnaire humiliait la pauvre nounou, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que l'homme l'avait surprise en flagrant délit Bordeaux, França. Une humiliation, une vengeance, une rédemption. Aïssata Diop a passé toute sa vie à être invisible. Fille d'immigrés sénégalais, mère célibataire, elle travaille comme nounou pour Julien Morel, l'héritier milliardaire d'un empire viticole. Julien était son ami d'enfance, le seul qui l'a jamais traité comme une égale. Mais tout bascule quand il annonce son mariage avec Clémence Dubois, une femme élégante, sophistiquée et secrètement cruelle. Lors d'une réception privée dans un vignoble de Saint-Émilion, alors que Julien s'absente quelques minutes, Clémence révèle son vrai visage. Dans un acte de mépris glacial, elle verse une bouteille de Pomerol à 500 € sur la tête d'Aïssata et exige des excuses. Humiliée, tremblante, Aïssata s'excuse, comme elle l'a fait toute sa vie. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Julien est revenu. Il a tout vu. Et ce qu'il vient de découvrir va détruire son mariage, avant même qu'il ne commence. Parce que Julien ne supporte pas l'injustice. Parce qu'il vient de comprendre que la femme qu'il allait épouser cache un secret honteux. Elle aussi vient d'un quartier pauvre. Elle aussi a menti sur ses origines. Et elle projette sa haine de ce qu'elle était sur Aïssata. En une seule soirée devant la haute société bordelaise, Julien fait l'impensable. Il rompt publiquement ses fiançailles, expose l'hypocrisie de Clémence et annonce la création d'une fondation pour les femmes immigrées, avec Aïssata comme directrice. Mais ce n'est que le début. Alors qu'Aïssata apprend à occuper l'espace qu'on lui a toujours refusé, une vérité plus profonde émerge entre elle et Julien. Une vérité qui a toujours été là depuis l'enfance, mais que ni l'un ni l'autre n'avait osé voir. Une histoire bouleversante sur la dignité retrouvée, le courage de défier les apparences, et l'amour qui naît quand deux âmes refusent enfin de vivre dans l'ombre. Parce que parfois, l'humiliation publique d'une femme devient le point de départ de sa plus grande victoire. Le jour se levait à peine sur Bordeaux, et déjà Aïssata Diop était debout. À 5h30 du matin, la lumière grise du petit jour filtrait à travers les rideaux usés de son appartement du quartier de Bacalan. C'était un logement modeste au 3e étage d'un immeuble en briques rouges. Le genre de bâtiment que les touristes ne photographient jamais, coincé entre une boulangerie au volet fermé et un café au néon fatigué. Mais pour Aïssata, c'était son refuge, son royaume de 42 mètres carrés. Elle se glissa hors du lit sans faire de bruit. Dans la chambre d'à côté, sa fille Amara dormait encore, recroquevillée sous une couverture rose ornée de licornes. 5 ans, des nattes soigneusement tressées, un sourire qui faisait fondre n'importe quel cœur. Aïssata l'observa un instant depuis le seuil de la porte, le cœur serré d'amour et de culpabilité mêlés. Encore une journée où elle partirait avant que sa fille ne se réveille. Encore une journée où Madame Traoré, la voisine sénégalaise du 5e, viendrait la chercher pour l'école. « Un jour, ma chérie, » murmura-t-elle dans le silence. « Un jour, maman sera là au petit déjeuner. » Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Dans la kitchenette exiguë, Aïssata prépara son café dans une cafetière italienne cabossée, un cadeau de sa mère avant qu'elle ne retourne au Sénégal, épuisée par 20 ans de labeur dans les cuisines des riches. Le parfum du café emplit l'espace. Par la fenêtre, elle apercevait les grues du port, les façades art déco de la rive gauche, et plus loin comme une promesse inaccessible, les toits d'ardoise du centre historique. Elle but son café debout, les yeux fixés sur cette ville qu'elle connaissait par cœur mais qui ne la connaissait pas. À 6h15, elle était déjà dans le tramway C, direction Codéran. Les sièges en plastique bleu étaient presque vides à 7h. Quelques infirmières de nuit qui rentraient, un boulanger encore fariné, un homme en costume qui lisait Le Monde avec une expression grave. Aïssata regardait défiler les stations, Porte de Bourgogne, Sainte-Catherine, Quinconce. Elle connaissait chaque arrêt, chaque virage, chaque reflet de la Garonne dans la lumière montante. Bordeaux était belle, Bordeaux était cruelle. À 7h précises, Aïssata franchit le portail en fer forgé de la propriété Morel. Le domaine s'étendait sur 3 hectares à Codéran, un quartier résidentiel où chaque maison racontait une histoire de fortune et de lignée. La demeure principale était une bâtisse néoclassique du 19e siècle, tout en pierre blonde et volets vert bouteille, avec un perron majestueux et des fenêtres à guillotine qui réfléchissaient le ciel comme des miroirs. Derrière, les écuries reconverties en garage abritaient une Bentley noire et une Tesla blanche. Plus loin encore, les vignes
pas les vignes de production. Celles-là étaient à Saint-Émilion, mais des rangées ornementales qui rappelaient d'où venait la fortune des Morel. Aïssata contourna la maison principale et entra par la porte de service, comme toujours. Ce n'était pas une règle imposée. Julien lui avait dit 100 fois qu'elle pouvait utiliser l'entrée principale, mais elle préférait ainsi. C'était plus simple, moins de regards, moins de questions. La cuisine était immense, tout en marbre de Carrare et cuivre poli. Les casseroles en cuivre pendaient au-dessus de l'îlot central comme des instruments de musique dans une cathédrale. Aïssata déposa son sac, enfila son tablier discret et commença à préparer le petit déjeuner de Léonie. Léonie Morel, 7 ans, orpheline depuis 8 mois. La petite fille avait perdu sa mère, Mathilde, dans un accident de voiture sur l'autoroute A10, un soir de janvier glacial. Le père, lui, n'avait jamais été dans le tableau. Un musicien de jazz qui avait disparu avant même la naissance. Julien, le frère de Mathilde, était devenu tuteur légal du jour au lendemain. Et Julien, malgré toute sa fortune et son intelligence, ne savait absolument pas comment parler à une enfant traumatisée. C'est là qu'Aïssata était entrée en scène. Elle sortit du réfrigérateur du lait frais, du beurre demi-sel de Bretagne, de la confiture de figues faite maison. Elle trancha du pain de campagne acheté la veille, chez Maison Seguin, la meilleure boulangerie de Chartron. Pendant que le pain grillait doucement, elle prépara un chocolat chaud, pas avec de la poudre industrielle, mais avec du vrai chocolat noir fondu, comme sa mère le lui avait appris. Elle ajouta une pincée de cannelle, un secret que Léonie adorait sans savoir pourquoi. Aïssata, la voix était petite, fragile. Aïssata se retourna. Léonie se tenait dans l'embrasure de la porte, pieds nus en pyjama à motif de chat, les cheveux châtains en bataille. Ses grands yeux noisettes étaient encore gonflés de sommeil. Elle serrait contre elle une peluche informe qui avait dû être un lapin autrefois. « Bonjour, ma puce », dit doucement Aïssata en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu as bien dormi ?» Léonie haussa les épaules. Elle ne parlait pas beaucoup depuis la mort de sa mère. Le silence était devenu son langage. « J'ai fait ton chocolat préféré, avec la cannelle magique. » Un demi-sourire. Petit, timide, mais réel. Elles s'installèrent à la table de la cuisine, pas dans la grande salle à manger au portrait de famille, mais ici, dans la chaleur des casseroles et l'odeur du pain grillé. Aïssata regardait Léonie tremper ses tartines dans le chocolat chaud, les miettes tombant sur la nappe à carreaux. C'était un rituel qu'elles avaient créé ensemble, un moment où la petite fille pouvait redevenir enfant. « Tonton Julien est déjà parti ?» demanda Léonie, la bouche encore pleine. « Oui, ma belle. Il avait une réunion tôt ce matin, mais il a laissé un mot pour toi. » Aïssata sortit de sa poche un post-it jaune plié en 4. Léonie le déplia avec des gestes précautionneux, comme si c'était un trésor. « Ma Léonie chérie, passe une belle journée à l'école. Ce soir, on regarde un film ensemble. »« Choisis lequel, je t'aime, tonton J. » Le visage de Léonie s'illumina. Aïssata sentit sa gorge se serrer. Julien avait beau être maladroit, il essayait. Il essayait vraiment. Julien Morel était, à 32 ans, l'héritier d'un empire qui s'étendait de Pomerol à Pauillac. Les vignobles Morel possédaient 4 châteaux viticoles classés, employaient plus de 200 personnes et exportaient leurs grands crus jusqu'au Japon et en Chine. Julien avait grandi dans cet univers de tradition et d'excellence, entre dégustation dans des caves séculaires et réception avec des sommeliers étoilés. Son père, Henri Morel, lui avait répété toute son enfance « Notre nom est notre héritage. Ne le salis jamais. » Mais Julien avait toujours eu un problème avec les héritages. Il se souvenait encore de cette fillette aux nattes serrées qui jouait dans la cour des domestiques pendant que sa mère préparait des navarins d'agneau dans la cuisine. Aïssata. Elle avait 8 ans, lui 9. Elle lui avait appris des gros mots en wolof. Il lui avait montré comment grimper dans le chêne centenaire sans se faire attraper par les jardiniers. Ils avaient construit des cabanes dans les vignes, inventé des codes secrets, partagé des goûters volés. Et puis, comme toutes les enfances, celle-ci avait pris fin. Julien n'était parti en pensionnat en Suisse. Aïssata était restée à Bordeaux, dans son HLM de Bacalan. Les années avaient passé. Il s'était perdu de vue. Julien avait fait HEC, repris l'entreprise familiale après la mort de son père, navigué dans les eaux troubles de la haute société bordelaise. Aïssata avait étudié la nuit, travaillé le jour, élevé seule une fille. Il ne s'était retrouvé que 8 mois plus tôt dans les circonstances les plus tragiques. Mathilde était morte. Léonie était perdue.
Et Julien, pour la première fois de sa vie, ne savait pas quoi faire. Il avait engagé 3 nounous en 2 mois. Toutes étaient reparties, incapables de gérer le mutisme et les crises nocturnes de Léonie. C'est alors qu'il s'était souvenu d'Aïssata. Il avait retrouvé sa trace par le bouche à oreille, appris qu'elle travaillait comme aide à domicile pour des personnes âgées tout en élevant sa fille. Il l'avait appelée un soir, maladroitement, presque honteusement. Aïssata, c'est Julien. Julien Morel. Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai besoin d'aide. Elle était venue le lendemain. Et depuis, elle était devenue indispensable. Les jours se ressemblaient dans la maison Morel. Aïssata arrivait à 7 heures. Elle préparait le petit déjeuner, habillait Léonie, la conduisait à l'école Sainte-Marie dans le quartier de Bordeaux-Codéran. Ensuite, elle revenait à la maison pour ranger, nettoyer, préparer les repas. Julien rentrait rarement avant 20 heures. Entre-temps, elle faisait les courses au marché de Capucin, récupérait Léonie à 16h30, l'aidait avec ses devoirs, jouait avec elle, la baignait, lui lisait des histoires. C'était épuisant. C'était aussi le meilleur travail qu'elle ait jamais eu. Parce que Julien ne la traitait pas comme une employée, il la traitait comme une amie, comme une égale. Il lui demandait son avis sur Léonie. Il l'écoutait vraiment. Il la remerciait pour des choses que d'autres patrons auraient jugées normales. Et surtout, il la payait généreusement, bien plus que ce qu'elle aurait gagné ailleurs. Assez pour qu'elle puisse enfin mettre de l'argent de côté, assez pour rêver d'un avenir différent pour Amara. Mais il y avait une ombre au tableau, Clémence Dubois. Aïssata l'avait rencontrée pour la première fois 3 mois plus tôt, un samedi après-midi ensoleillé. Elle était en train de jardiner avec Léonie dans la cour, elles plantèrent des tulipes, un projet pour faire revenir les couleurs, comme disait la petite, quand une Audi blanche s'était garée devant le perron. Une femme en était descendue, tout en élégance discrète. Tailleur beige, escarpin nude, sac Hermès. Cheveux blonds coupés au carré, maquillage parfait, sourire éclatant. « Bonjour, vous devez être Aïssata. » La voix était chantante, chaleureuse. Mais les yeux, eux, étaient froids. « Oui, madame. »« Oh, appelez-moi Clémence, voyons. Julien m'a tellement parlé de vous. Vous faites un travail merveilleux avec Léonie. » Les mots étaient justes. Le ton ne l'était pas. Clémence s'était accroupie devant Léonie, avait complimenté ses tulipes avec un enthousiasme qui sonnait faux, puis avait demandé à Aïssata si elle pouvait préparer un thé glacé, peut-être. Il fait si chaud aujourd'hui. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Aïssata avait obtempéré, bien sûr. Elle était revenue avec un plateau, thé glacé à la menthe, citron tranché, petit sablé, et l'avait posé sur la table de jardin. Clémence l'avait remerciée avec ce même sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Merci, Aïssata, c'est parfait. Vous pouvez y aller maintenant. Vous pouvez y aller. » Comme si elle était un meuble qu'on déplace. Aïssata s'était retirée sans un mot, la mâchoire serrée, le cœur lourd. Elle avait observé de loin Clémence discuter avec Julien, le toucher avec une familiarité possessive, rire à des choses qui n'étaient pas drôles. Et Julien, lui, semblait séduit, heureux même. Depuis ce jour, Clémence était devenue une présence régulière dans la maison. Et chaque fois qu'elle venait, Aïssata sentait le poids du mépris. Les semaines avaient passé, et les interactions avec Clémence s'étaient multipliées. Un mardi matin, Aïssata préparait le déjeuner dans la cuisine quand Clémence était entrée, téléphone à la main, visiblement agacée. « Aïssata, vous pourriez faire moins de bruit? J'ai un appel important. » Aïssata s'était excusée, avait baissé le volume de la radio qu'elle écoutait toujours en cuisinant. Mais 5 minutes plus tard, Clémence était revenue. « Et cette odeur, qu'est-ce que vous cuisinez? »« Un mafé, madame. C'est un plat sénégalais avec de la viande et une sauce aux arachides. Léonie adore ça. » Le visage de Clémence s'était crispé imperceptiblement. « C'est très exotique. Mais vous savez, Léonie devrait manger plus équilibré. Des plats français, des légumes vapeur, pas ces choses trop épicées. » Aïssata avait senti la chaleur lui monter aux joues. Le mafé n'était pas épicé. Léonie le mangeait depuis des mois sans problème. Mais elle n'avait rien dit. Elle avait hoché la tête, murmuré un « bien, madame » et continué à cuisiner. Un autre jour, Clémence avait fait une remarque sur les vêtements d'Aïssata. « Vous savez, Aïssata, maintenant que Julien reçoit plus de monde à la maison, il faudrait peut-être penser à, comment dire, uniformiser votre tenue, quelque chose de plus professionnel. » Aïssata
portait ce jour-là un jean propre et un pull simple. Rien d'extravagant, rien de sale. Mais Clémence la regardait comme si elle portait des haillons. « Je vais voir ce que je peux faire, madame. »« Parfait, je sais que vous comprenez. » Et puis, il y avait eu l'incident des fleurs. Aïssata avait acheté des pivoines au marché, de magnifiques fleurs roses qu'elle avait disposées dans un vase de cristal dans le salon. Léonie les adorait. Quand Julien les avait vues, il avait souri. « C'est magnifique, Aïssata. »« Merci. » Mais le lendemain, les fleurs avaient disparu. À leur place, un bouquet de roses blanches, commandé chez le fleuriste le plus cher de Bordeaux. Clémence, en passant devant la cuisine, avait lancé avec désinvolture « J'ai remplacé ces pivoines. Elles étaient jolies, mais pas vraiment adaptées au style de la maison. Il faut savoir ce qui convient, n'est-ce pas ?» Aïssata n'avait rien répondu. Elle s'était contentée de serrer les poings sous la table. Le soir, dans son appartement de Bacalan, Aïssata se repassait ces scènes en boucle. Elle préparait le dîner pour Amara. Des pâtes au beurre simples et rapides, tout en essayant de chasser de son esprit les paroles de Clémence. Mais elles revenaient, encore et encore, comme des éclats de verre fichés dans la peau. « Vous pouvez y aller maintenant. Quelque chose de plus professionnel. Il faut savoir ce qui convient. Maman, pourquoi tu es triste ?» Aïssata sursauta. Amara la regardait avec ses grands yeux inquiets, une poupée serrée contre sa poitrine. « Je ne suis pas triste, ma chérie. »« Si, tu es triste. Tu fais cette tête. » Aïssata sourit, un sourire fatigué. Elle s'assit à côté de sa fille, lui caressa les cheveux. « C'est juste le travail, ma puce. Parfois, c'est fatigant. Tu n'aimes pas ton travail ? J'aime Léonie, elle est gentille, comme toi. Et le monsieur chez qui tu travailles ? Julien ? Il est gentil aussi. Et la dame ? » Aïssata se figea. Comment Amara savait-elle pour Clémence ? Quelle dame, ma chérie ? La dame blonde. Madame Traoré m'a dit que tu travailles pour une dame blonde maintenant. Elle dit que les dames blondes, c'est toujours des ennuis. Aïssata ne put s'empêcher de rire, malgré elle. Madame Traoré et sa franchise légendaire. Madame Traoré parle trop. Et non, ce n'est pas. Enfin, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que Clémence avait le pouvoir. Parce que Clémence allait devenir Madame Morel. Parce que si Aïssata se plaignait, si elle disait quoi que ce soit à Julien, elle perdrait tout. Son travail, son salaire, sa dignité. Mais elle ne pouvait pas expliquer ça à une enfant de 5 ans. Mange tes pâtes, ma puce. On parlera de tout ça quand tu seras grande. 3 semaines plus tard, Julien convoqua Aïssata dans son bureau. C'était une pièce somptueuse au premier étage, tout en boiseries sombres et livres anciens. Une immense fenêtre donnait sur les vignes ornementales. Julien était assis derrière son bureau en acajou, un verre de vin rouge à la main. Il sourit en voyant Aïssata entrer. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Elle s'assit sur le fauteuil en cuir face à lui, mal à l'aise. Les conversations dans le bureau de Julien étaient rares. Généralement, il parlait dans la cuisine, autour d'un café. « Je voulais te parler de quelque chose d'important, » commença Julien. Il semblait nerveux, presque excité. « J'ai une nouvelle, une grande nouvelle. » Aïssata attendit, le cœur battant. « Je vais me marier. » Le monde d'Aïssata bascula. Elle savait, bien sûr, tout le monde savait que Julien et Clémence étaient ensemble, mais l'entendre dire à voix haute, officiellement, c'était différent, c'était réel. « Avec Clémence, » continua Julien souriant, « nous avons fixé la date, ce sera en juin au château Pape Clément, une grande cérémonie, toute la société bordelaise sera là. » Il marqua une pause, la regarda intensément. « Et je veux que tu sois là aussi, Aïssata, pas en tant qu'employée, en tant qu'invitée. Tu es importante pour moi, pour Léonie, tu fais partie de la famille. » Aïssata sentit sa gorge se serrer. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. « Je sais que ça fait beaucoup, » dit doucement Julien, « mais Clémence aussi tient à ce que tu viennes. Elle m'a dit qu'elle admirait ton travail avec Léonie. » Clémence avait dit ça ? Clémence, qui la traitait comme un meuble ? Aïssata parvint enfin à articuler « Merci Julien, c'est un honneur. » Mais en elle, quelque chose se brisa. 2 semaines avant le mariage, Julien organisa un dîner de fiançailles au domaine. Ce n'était pas la grande réception, celle-là aurait lieu au château, mais un repas plus intime avec une vingtaine de proches, amis d'enfance, partenaires d'affaires, quelques membres de la famille Dubois. Clémence avait tout orchestré avec une précision militaire. Menu gastronomique préparé par un chef étoilé, décoration florale signée par l'atelier le plus réputé de Bordeaux,
service en porcelaine de Limoges. Aïssata avait été priée de superviser le bon déroulement de la soirée. Traduction. Servir, nettoyer, rester invisible. Elle avait enfilé une robe noire simple, attaché ses cheveux en chignon et s'était glissée dans l'ombre du personnel de service embauché pour l'occasion. Pendant que les invités riaient et trinquaient dans le grand salon, elle circulait avec des plateaux de foie gras sur toast, de tartare de Saint-Jacques, de macarons salés. Clémence était resplendissante, robe de cocktail ivoire, bijoux discrets mais coûteux, maquillage parfait. Elle rayonnait sous les compliments. « Vous formez un couple magnifique. Clémence, cette robe est divine. Julien, vous avez trouvé la perle rare. » Julien, en costume 3 pièces bleu marine, souriait avec une fierté évidente. Il tenait la main de Clémence, la présentait à chacun avec une tendresse que Aïssata reconnaissait bien. C'était le Julien loyal, le Julien généreux, celui qui donnait tout quand il aimait. Aïssata détourna les yeux. À un moment, alors qu'elle passait près d'un groupe de femmes élégantes, elle entendit une conversation qui lui glaça le sang. « Et la nounou? Elle est là ce soir ?»« Oui, c'est elle, la grande black en robe noire. »« Ah, c'est elle. Clémence m'a raconté. Apparemment, elle est très attachée à la petite. Un peu trop, même. Comment ça, trop? Eh bien, tu sais comment sont certaines nounous. Elles s'imaginent faire partie de la famille. Mais Clémence va remettre les choses à leur place après le mariage. » Rire discret. Aïssata sentit ses mains trembler. Elle faillit lâcher le plateau. Elle se réfugia dans la cuisine, posa le plateau sur le plan de travail, inspira profondément. Elle n'allait pas pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Aïssata? C'était Julien. Il était entré dans la cuisine, visiblement inquiet. « Ça va? Je t'ai vu partir précipitamment. »« Oui, juste. Un peu fatigué. » Il la regarda avec attention. « Tu es sûr? Parce que si c'est trop, tu peux rentrer. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de... » « Non, Julien. C'est bon. Vraiment. » Il hésita, puis sourit. « Merci d'être là, Aïssata. Sincèrement. Cette soirée n'aurait pas la même saveur sans toi. » Et il repartit, laissant Aïssata seule avec son mensonge. Les jours qui suivirent le dîner de fiançailles furent étranges. Aïssata sentait quelque chose changer dans l'air de la maison Morel, comme l'électricité qui précède l'orage. Clémence venait plus souvent, restait plus longtemps, s'installait dans les espaces avec une assurance grandissante. Elle réorganisait les meubles du salon, changeait les rideaux de la chambre d'amis, donnait des instructions au jardinier. Elle se comportait déjà comme la maîtresse de maison. Et avec chaque visite, le mépris envers Aïssata se faisait plus visible. Un jeudi après-midi, alors qu'Aïssata aidait Léonie avec ses devoirs de mathématiques dans la cuisine, Clémence entra avec 2 femmes qu'elle présenta comme ses amies, Véronique et Isabelle, toutes 2 vêtues de tenues de yoga haut de gamme, bronzées et parfumées. « Oh, ne vous dérangez pas, » dit Clémence avec un sourire forcé. « Nous allons juste prendre un thé dans le salon. Aïssata, vous pourriez nous préparer quelque chose? Des financiers, peut-être? Et du thé mariage frère, le Earl Grey impérial. » Ce n'était plus une demande, c'était devenu une habitude. Aïssata installa Léonie avec ses cahiers dans le petit bureau à l'étage, puis prépara le plateau. Elle disposa les financiers aux amandes sur une assiette en porcelaine, versa le thé fumant dans des tasses délicates, ajouta des rondelles de citron et des petites cuillères en argent. Quand elle apporta le plateau au salon, les 3 femmes étaient installées sur les canapés de velours gris, parlant à voix basse. Elles se turent à son arrivée. « Merci, Aïssata, » dit Clémence sans la regarder. « Vous pouvez poser ça là. » Aïssata déposa le plateau sur la table basse en verre, s'apprêtant à partir. « Attendez, » lança Clémence. « Vous avez oublié les serviettes en tissu. Pas les serviettes en papier, voyons. Les serviettes brodées, celles qui sont dans le tiroir du buffet. » Aïssata retourna chercher les serviettes, les apporta. « Et la petite cuillère pour le sucre? Vous avez mis les cuillères à café, mais pas la cuillère à sucre. Nouveau retour à la cuisine. Nouvelle cuillère. Parfait. Vous pouvez y aller maintenant. » Alors qu'Aïssata s'éloignait, elle entendit Véronique murmurer « Tu es sûr que c'est une bonne idée de la garder après le mariage ?» Et Clémence, d'une voix posée « Oh, elle partira d'elle-même. » Elles finissent toujours par comprendre qu'elles ne sont plus à leur place. Aïssata s'arrêta net dans le couloir. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle voulait faire demi-tour, affronter Clémence, lui dire ses 4 vérités. Mais
Elle pensa à Léonie, à son salaire, à Amara qui comptait sur elle. Alors, elle ravala sa fierté et continua son chemin. 2 semaines avant le mariage, Julien annonça qu'il organisait une petite réception au vignoble familial de Saint-Émilion. Rien de formel, expliqua-t-il à Aïssata un matin, pendant qu'elle préparait le petit déjeuner de Léonie. Juste quelques amis proches, une dégustation de nos meilleurs millésimes, un repas simple dans les chais. Clémence voulait quelque chose d'authentique avant la grande cérémonie. Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire sincère « J'aimerais que tu sois là, Aïssata, pas pour travailler pour une fois, juste pour profiter. Tu mérites de souffler un peu. » Aïssata hésita. L'idée de passer une soirée entière en présence de Clémence et de ses amis la rendait malade, mais Julien la regardait avec tellement d'espoir qu'elle ne put refuser. « D'accord. Merci, Julien. »« Parfait. Samedi en 8, 15 heures, on part tous ensemble de la maison. » Clémence, qui venait d'entrer dans la cuisine, entendit la fin de la conversation. Son sourire se crispa imperceptiblement. « Quelle merveilleuse idée, chérie. Aïssata va adorer découvrir nos vignes. » Le ton était sucré. Les yeux étaient glacés. Le samedi arriva plus vite qu'Aïssata ne l'aurait voulu. Elle avait passé la semaine dans un état d'anxiété permanente. Que devait-elle porter? Comment devait-elle se comporter? Allait-elle être la seule personne de couleur dans cette réception? Madame Traoré, avec sa sagesse habituelle, lui avait conseillé « Ma fille, garde la tête haute. Tu vaux autant qu'eux. Ne l'oublie jamais. » Aïssata avait choisi une robe simple mais élégante. Bleu marine, coupe droite, sobre. Elle avait coiffé ses cheveux en un chignon bas, mis des boucles d'oreilles discrètes. En se regardant dans le miroir, elle s'était dit qu'elle avait l'air présentable. Pas riche. Jamais elle ne pourrait avoir l'air riche, mais digne. À 15 heures précises, elle était devant la maison Morel. Julien avait organisé un convoi de 3 voitures pour emmener tout le monde à Saint-Émilion. 1 heure de route vers l'est. Clémence monta dans la Bentley avec Julien et 2 de ses amis. Aïssata fut dirigée vers la 2e voiture, une Mercedes, avec d'autres invités qu'elle ne connaissait pas. Le trajet fut long et silencieux. Les autres passagers parlaient entre eux de sujets qu'Aïssata ne comprenait pas, des rénovations immobilières, des vacances aux Maldives, des investissements en bourse. Elle regardait par la fenêtre, les vignes défilant à perte de vue sous le soleil de mai. Quand ils arrivèrent au château Morel de Saint-Émilion, Aïssata fut saisie par la beauté du lieu. C'était une bâtisse du XVIIIe siècle, tout en pierre blonde et toit d'ardoise, entourée de rangées de vignes parfaitement alignées qui ondulaient jusqu'à l'horizon. Des roses plantées au bout de chaque rang apportaient des touches de couleur, rouge, blanche, rose pâle. L'air sentait la terre chaude et le raisin en bourgeon. Au loin, le clocher de l'église de Saint-Émilion se découpait sur le ciel bleu. Magnifique, n'est-ce pas? Julien était apparu à ses côtés, souriant. « C'est incroyable, » murmura Aïssata sincèrement émue. « Viens, je vais te faire visiter. » Il la guida à travers les chais, ces immenses bâtiments où vieillissaient les vins dans des barriques de chêne français. L'odeur était enivrante, mélange de bois et d'alcool en fermentation. Julien lui expliqua le processus de vieillissement, la différence entre les cépages, la magie de l'assemblage. « C'est ici que tout commence, » dit-il avec une fierté évidente. « C'est ici que mon arrière-grand-père a lancé notre premier millésime en 1897. » Pour la première fois depuis des semaines, Aïssata se sentit à sa place. Julien ne la traitait pas comme une employée. Il partageait avec elle quelque chose de précieux, quelque chose d'intime. Mais ce moment de grâce fut bref. « Julien, chéri !» La voix de Clémence résonna dans le chai. « On t'attend pour la dégustation. » Julien soupira, sourit à Aïssata. « On continue plus tard. Viens, on va goûter le Pomerol 2015. C'est mon préféré. » La dégustation avait lieu dans une salle voûtée magnifiquement restaurée, avec une longue table en bois massif et des verres en cristal alignés comme des soldats. Une quinzaine d'invités étaient déjà installés. Des couples élégants, des hommes d'affaires, quelques journalistes spécialisés en vin. Aïssata prit place discrètement au bout de la table. Un sommelier commença à servir le premier vin, un Saint-Émilion Grand Cru 2016. Il expliqua les notes de dégustation. Fruits rouges, tanin soyeux, finale épicée. Les invités humèrent, tournèrent les verres, goûtèrent avec des expressions concentrées. Aïssata but une petite gorgée. C'était délicieux, bien sûr, mais elle ne savait pas quoi dire.
Elle n'avait jamais été initiée à ce langage raffiné du vin. « Alors, Aïssata » lança Clémence depuis l'autre bout de la table avec un sourire carnassier. « Qu'est-ce que tu en penses? Tu détectes les notes de cassis ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Aïssata sentit ses joues chauffer. « C'est très bon, très bon !» répéta Clémence en riant légèrement. « Comme c'est mignon. Julien, tu entends ça? Très bon. » Quelques rires polis fusèrent autour de la table. Julien fronça les sourcils. « Clémence, quoi? Je trouve ça adorable, c'est tout. Pas besoin de grands mots pour apprécier un bon vin. » Mais le mal était fait. Aïssata se sentit rapetissée sur sa chaise. Les vins suivants furent servis. Pomerol 2015, Margaux 2014, Pauillac 2012. À chaque fois, les invités commentaient avec des termes techniques, des comparaisons savantes. Aïssata se contentait de boire en silence, de plus en plus mal à l'aise. Après la dégustation, Julien s'excusa et partit chercher une bouteille spéciale qu'il avait oubliée dans la cave privée. C'était une bouteille rare qu'il voulait ouvrir pour célébrer ses fiançailles. « Je reviens dans 10 minutes », dit-il en embrassant Clémence sur la joue. 10 minutes, c'est tout ce qu'il fallut pour que tout bascule. Après le départ de Julien, les invités se dispersèrent. Certains sortirent fumer sur la terrasse, d'autres visitèrent les vignes. Aïssata décida d'aider à débarrasser la table, un réflexe de toute une vie. Elle empilait les verres vides sur un plateau quand Clémence s'approcha. « Aïssata, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Vous êtes invitée aujourd'hui, vous vous souvenez ?» Le ton était doux, presque maternel. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Clémence, quelque chose de dangereux. « Ce n'est rien, madame. J'aime me rendre utile. »« Madame. » Clémence rit doucement. « Vous savez, après le mariage, il faudra qu'on ait une conversation, vous et moi. Une vraie conversation. » Aïssata posa le plateau, se redressa. « Une conversation sur quoi? Sur votre place dans cette maison. » Le silence tomba comme une guillotine. Clémence s'approcha, baissa la voix. « Vous croyez que je ne vois pas votre petit jeu? La façon dont vous regardez Julien? La façon dont vous jouez à la sainte avec Léonie? Vous pensez vraiment que vous faites partie de cette famille ?» Aïssata sentit son sang se glacer. « Je ne joue à rien, madame. Je fais juste mon travail. Votre travail. » Clémence cracha presque le mot. « Votre travail, c'est de garder une enfant. Pas de vous incruster dans nos vies. Pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Je ne me fais passer pour rien. Vraiment? Alors pourquoi Julien vous invite partout? Pourquoi il vous parle comme à une amie? Vous pensez vraiment qu'il vous voit comme son égal? » Aïssata serra les poings. « Julien est quelqu'un de bien. Il traite tout le monde avec respect. » Respect. Clémence rit, un rire froid et coupant. « Le respect, ça se mérite, Aïssata. Et franchement, avec votre origine, vous devriez savoir rester à votre place. » Le mot resta suspendu dans l'air. Origine. Aïssata sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les humiliations des derniers mois remontèrent d'un coup. Les regards, les remarques, les ordres déguisés. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Clémence fit un geste brusque. Elle prit un verre encore à moitié plein de Pomerol 2015, ce vin rouge sombre, presque noir, qui valait des centaines d'euros la bouteille, et elle le vida sur la tête d'Aïssata. Le liquide glacé coula sur son crâne, ses cheveux, son visage. Il dégoulina sur sa robe bleue, tachant le tissu de marque pourpre indélébile. Quelques gouttes éclaboussèrent le tapis perçant de la salle de dégustation. Aïssata resta figée, en état de choc. Le vin coulait dans ses yeux, brouillant sa vision. Elle sentait l'odeur du raisin fermenté, l'humiliation brûlante sur sa peau. Clémence la regardait avec un mépris glacial. « Vous avez sali le tapis, un tapis persan du XVIIe siècle. Vous allez me faire le plaisir de vous excuser. » Aïssata tremblait. Ses mains, son corps entier tremblait. « Excusez-vous », répéta Clémence plus fort. Et Aïssata, parce qu'elle avait passé toute sa vie à s'excuser pour exister, murmura « Je suis désolée. » Sa voix était brisée. Des larmes se mêlaient au vin sur ses joues. Clémence sourit, satisfaite. Elle allait ajouter quelque chose quand une voix s'éleva depuis l'entrée de la salle. « De quoi es-tu désolée, Aïssata ?» Les deux femmes se retournèrent d'un coup. Julien était là. Debout dans l'embrasure de la porte, une bouteille de vin à la main, le visage pâle de rage contenue. Il avait tout vu. Le temps sembla s'arrêter. Julien avança lentement dans la salle, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Ses yeux étaient fixés sur Clémence, mais son visage était indéchiffrable.
Ni colère explosive, ni cri, juste un calme terrifiant. « Julien, je... » commença Clémence, soudain moins assurée. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. » Julien répéta les mots avec une lenteur glaciale. « Qu'est-ce que je crois, Clémence? Que je viens de te voir verser du vin sur la tête d'Aïssata? Que je viens de t'entendre lui demander de s'excuser pour un tapis qu'elle n'a pas sali? » Elle a trébuché, elle a fait tomber le verge. « Ne me mens pas !» Le ton était si froid que même Aïssata frissonna. Clémence chercha ses mots, paniquée. « Julien, s'il te plaît, c'était juste. C'était une erreur. Elle m'a provoqué. Elle a dit. »« Quoi ?» Julien fit un pas vers elle. « Elle a dit quoi, exactement ?» Clémence se tut, réalisant qu'elle s'enfonçait. Julien se tourna vers Aïssata. La jeune femme était toujours debout, figée, le vin dégoulinant sur ses vêtements. Ses yeux étaient remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Aïssata, » dit Julien doucement, « va te nettoyer, prends le temps qu'il te faut. Et ensuite, tu rentres à Bordeaux avec mon chauffeur, tu n'as rien à faire ici. Julien, S'il te plaît, va. » Aïssata hocha la tête et sortit de la pièce, la tête baisse, les épaules tremblantes. Elle laissa derrière elle une traînée de gouttes de vin sur le sol. Quand elle fut partie, Julien se tourna vers Clémence. « On rentre, maintenant. Julien, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. On rentre. » Et il sortit sans la regarder, la laissant seule dans la salle de dégustation, avec le verre vide et les taches de vin sur le tapis perçant. Le trajet de retour vers Bordeaux fut le plus long de la vie de Clémence. Julien conduisait en silence, les mâchoires serrées, le regard fixé sur la route. Elle essaya plusieurs fois d'engager la conversation, de minimiser ce qui s'était passé, de trouver des excuses. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, Julien levait une main. Pas maintenant. Quand ils arrivèrent à la maison Morel, il se gara dans l'allée, coupa le moteur et resta assis sans bouger pendant une longue minute. « Julien, s'il te plaît, rentre chez toi, Clémence. »« Quoi ? Entre chez toi. J'ai besoin de réfléchir. » Réfléchir à quoi? C'était juste une dispute stupide. Julien se tourna enfin vers elle. Ses yeux étaient remplis d'une déception profonde. C'était bien plus qu'une dispute, et tu le sais. Elle a juste été trop sensible. Tu la connais, elle. Non. Julien secoua la tête. C'est toi que je commence à ne plus connaître. Clémence sentit la panique monter. Julien, ne fais pas ça. Ne laisse pas cette femme se mettre entre nous. Le regard de Julien se durcit. Cette femme a un nom. Et elle n'est pas entre nous. C'est toi qui viens de créer un gouffre. Je vais m'excuser. Je vais lui parler. Lui dire que j'ai eu tort, que... Rentre chez toi, Clémence. Julien, maintenant. Clémence descendit de la voiture, tremblante de rage et de peur mêlée. Elle claqua la portière et monta dans sa propre voiture, garée plus loin. Avant de démarrer, elle regarda Julien une dernière fois. Il était toujours assis au volant, la tête dans les mains. Elle démarra et partit dans un crissement de pneus. Les jours suivants, Julien ne donna aucun signe de vie. Il n'appela pas Clémence, ne répondit pas à ses messages, se plongea dans le travail avec une intensité féroce. Mais en réalité, il faisait autre chose. Il enquêtait. Assis dans son bureau, tard le soir, il passa des coups de fil discrets à des contacts dans différentes villes. Il consulta des archives en ligne, fit des recherches sur les réseaux sociaux, creusa dans le passé de Clémence Dubois. Ce qu'il découvrit le révolta. Clémence n'était pas née Dubois. Elle s'appelait en réalité Clémence Marchand, et elle venait d'un quartier populaire de Toulouse. Son père était ouvrier dans une usine automobile, sa mère caissière dans un supermarché. Elle avait grandi dans une HLM, exactement comme Aïssata. Mais contrairement à Aïssata, Clémence avait menti. Elle avait réécrit son histoire, changé son nom de famille par acte légal à 25 ans, inventé une famille bourgeoise de Bordeaux, construit un personnage de toutes pièces. Julien découvrit des photos anciennes sur un compte Facebook oublié. Clémence adolescente, avec des vêtements bon marché, devant des immeubles en béton. Des photos qu'elle avait supprimées partout ailleurs, mais qui subsistaient dans les archives numériques. Il découvrit aussi autre chose, des commentaires qu'elle avait laissés sur des forums des années auparavant, sous un pseudonyme. Des commentaires méprisants sur les filles de cité, les immigrés qui se donnent de grands airs, les africaines qui profitent du système. Clémence haïssait ce qu'elle avait été, et elle projetait cette haine sur Aïssata. Julien ferma son ordinateur écœuré.
Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la nuit était tombée sur Bordeaux. Les lumières de la ville brillaient comme des promesses fragiles. Il pensa à Aïssata, à la façon dont elle avait baissé la tête en murmurant « Je suis désolé », à la façon dont elle avait accepté l'humiliation sans se défendre, parce que toute sa vie lui avait appris qu'elle n'avait pas le droit de répondre. Et il pensa à Clémence, à la femme qu'il croyait aimer, qui s'avérait être une étrangère. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, Julien appela son avocat. « Maître Renaud, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important. » « Bien sûr, monsieur Morel. De quoi s'agit-il ? » « Je veux créer une fondation pour les femmes issues de l'immigration, les mères célibataires, celles qui ont besoin d'un coup de main pour s'en sortir. Bourse d'études, aide à l'emploi, soutien juridique. » J'ai eu un silence surpris au bout du fil. « C'est une excellente initiative. Quand souhaitez-vous lancer ça ? » « Le plus vite possible. Je veux que ce soit opérationnel d'ici 2 semaines. » « 2 semaines ? Monsieur Morel, c'est très court pour... Je paierai ce qu'il faut pour que ce soit fait. Très bien, je m'en occupe. Et j'ai besoin d'autre chose. Oui, je veux annuler mon mariage. Nouveau silence, plus long cette fois. Vous êtes sûr ? Absolument certain. Il y a des contrats signés, des dépôts versés. Je perds l'argent, je m'en fiche. Annulez tout. Bien, je vais contacter mademoiselle Dubois et... Non, c'est moi qui vais lui annoncer, en personne, devant témoin. Maître Renaud hésita. « Monsieur Morel, puis-je me permettre de vous demander ce qui s'est passé ? » Disons que j'ai ouvert les yeux. Une semaine plus tard, Julien organisa un dîner dans la maison Morel. Il invita une vingtaine de personnes, des amis proches, quelques membres influents de la société bordelaise, des journalistes spécialisés dans la philanthropie. Il présenta cela comme une soirée importante, sans donner plus de détails. Clémence, qui n'avait toujours pas réussi à joindre Julien correctement depuis l'incident, sauta sur l'occasion. Elle crut que c'était sa chance de se racheter, que Julien organisait cette soirée pour annoncer officiellement le mariage. Elle arriva vêtue d'une robe de soirée somptueuse, coiffée et maquillée à la perfection. Elle rayonnait, confiante, mais en entrant dans le salon, elle se figea. Aïssata était là, pas en uniforme, pas dans la cuisine. Elle était assise parmi les invités, vêtue d'une robe simple mais élégante, les cheveux détachés sur ses épaules. Julien était à côté d'elle, discutant tranquillement. Quand il vit Clémence, il se leva. « Ah, Clémence, tu es là. Viens, assieds-toi. Le dîner va commencer. » Le ton était poli, distant. Clémence s'installa à la place qu'il lui indiquait, le cœur battant. Le dîner fut somptueux, un menu gastronomique préparé par un chef renommé. Mais Clémence ne toucha presque pas à son assiette. Elle observait Julien, qui parlait avec chacun des invités, qui riait, qui semblait parfaitement détendu. Après le dessert, alors que le café était servi, Julien se leva et demanda l'attention de tous. « Mes chers amis, merci d'être venus ce soir. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. » Clémence sourit nerveusement. « Ça y est, il va annoncer le mariage. Comme vous le savez tous, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu privilégié. J'ai hérité d'une entreprise prospère, d'un nom respecté, d'opportunités que beaucoup n'ont jamais. Mais ces derniers mois, j'ai réalisé quelque chose. » Il marqua une pause, regarda Aïssata. « J'ai réalisé que les personnes les plus remarquables que j'ai rencontrées dans ma vie ne sont pas celles qui avaient tout au départ, mais celles qui ont tout construit, malgré les obstacles. » Clémence sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « C'est pourquoi j'ai décidé de créer la fondation Mathilde Morel, en mémoire de ma sœur, qui croyait profondément en l'égalité des chances. Cette fondation sera dédiée aux femmes issues de l'immigration et aux mères célibataires qui luttent pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. » Des applaudissements polis résonnèrent dans la pièce. « Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter la directrice de cette fondation, Aïssata Diop. » Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Aïssata. Clémence blêmit. « Aïssata n'est pas seulement une employée de cette maison, » continua Julien. « C'est une amie d'enfance. C'est une femme remarquable, qui a surmonté plus d'obstacles en 30 ans que la plupart d'entre nous n'en rencontreront jamais. Elle élève seule sa fille, elle travaille sans relâche, et malgré tout, elle trouve encore la force de prendre soin de Léonie, avec une tendresse que je ne pourrai jamais assez reconnaître. » Aïssata baissa les yeux émue. « Mais récemment, continua Julien, et son ton se durcit, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément choqué.
J'ai vu Aïssata être humiliée. J'ai vu quelqu'un que j'estimais traiter une femme exceptionnelle avec un mépris que je ne peux tolérer. Clémence se leva brusquement, le visage blême. « Julien, ne fais pas ça. Assieds-toi, Clémence. »« Non, tu ne peux pas. J'ai dit assieds-toi. » Le ton était sans appel. Clémence se rassit, tremblante. Julien se tourna vers les invités. « Il y a une semaine, lors d'une réception dans notre vignoble, j'ai été témoin d'un acte de cruauté gratuite. Ma fiancée a versé du vin sur la tête d'Aïssata et lui a demandé de s'excuser, pour rien, juste parce qu'elle le pouvait. » Des murmures choqués parcoururent l'assemblée, et j'ai compris quelque chose ce jour-là. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui méprise les personnes que j'admire le plus. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un dont les valeurs sont à l'opposé des miennes. Il se tourna vers Clémence. Le mariage est annulé. Le silence qui suivit l'annonce de Julien fut assourdissant. Tous les regards étaient tournés vers Clémence, figée sur sa chaise, le visage aussi blanc que la porcelaine des assiettes devant elle. Ses mains tremblaient, agrippant convulsivement le bord de la table comme si elle cherchait un point d'ancrage dans une réalité qui venait de basculer. « Tu ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, la voix étranglée. « Pas devant tout le monde, pas comme ça. » Julien la regarda avec une expression qui mêlait tristesse et fermeté. « Je ne pouvais pas faire autrement. Tu as humilié Aïssata publiquement. Il me semblait juste de rétablir la vérité publiquement. » « Rétablir la vérité ?» Clémence éclata d'un rire hystérique. « Tu veux parler de cette histoire ridicule? C'était un accident, un malentendu. » « Non. » La voix de Julien était calme, mais implacable. C'était un acte délibéré de cruauté, et ce n'était pas le premier. Il sortit son téléphone de sa poche, fit défiler quelque chose à l'écran. « J'ai fait des recherches, Clémence, sur toi, sur ton passé. » Le visage de Clémence se figea. Clémence Marchand, née à Toulouse, quartier du Mirail. Fille d'ouvrier. Tu as changé ton nom de famille à 25 ans pour effacer tes origines. Des murmures stupéfaits parcoururent l'assemblée. Plusieurs invités échangèrent des regards choqués. « Comment oses-tu » commença Clémence, mais sa voix se brisa. « Je ne te juge pas pour tes origines, » continua Julien doucement. « Je te juge pour ta haine de ce que tu étais, pour le mépris que tu as projeté sur Aïssata parce qu'elle te rappelait d'où tu venais. » Clémence se leva brusquement, renversant son verre d'eau. Le liquide se répandit sur la nappe blanche comme une accusation. « Vous êtes tous là à me juger !» cria-t-elle, le visage déformé par la rage et l'humiliation. « Vous ne savez pas ce que c'est de venir de rien, de devoir se battre pour chaque miette, de devoir mentir pour être accepté. »« Si, » dit une voix douce. C'était Aïssata. Elle s'était levée aussi, les mains jointes devant elle. « Je sais ce que c'est, Clémence. Je le vis tous les jours, mais je n'ai jamais écrasé quelqu'un d'autre pour me sentir plus haute. » Clémence la regarda avec une haine pure. « Toi, tu me donnes des leçons? Tu n'es rien, une nounou, une domestique. Tu resteras toujours à ta place, peu importe ce qu'il fait pour toi. Sors de chez moi. » La voix de Julien était glaciale. Il s'était levé à son tour, pointant la porte. « Sors de chez moi immédiatement. » Clémence chercha du soutien dans les regards autour d'elle, mais ne trouva que du malaise et de la désapprobation. Elle attrapa son sac, lança un dernier regard furieux à Julien et Aïssata, puis quitta la pièce en claquant la porte si fort que les verres en cristal tintèrent sur la table. Le bruit de sa voiture qui démarrait en trombe résonna dans la nuit. Après le départ de Clémence, les invités restèrent encore 1 heure, mais l'ambiance avait changé. Les conversations étaient plus sobres, plus réfléchies. Plusieurs personnes vinrent féliciter Julien pour son courage. D'autres exprimèrent leur soutien à Aïssata. Une journaliste du Sud-Ouest demanda une interview sur la fondation. Un entrepreneur proposa un don conséquent. Mais Aïssata, elle, se sentait épuisée, vidée. Quand le dernier invité fut parti, elle s'assit sur le canapé du salon, la tête dans les mains. Julien vint s'installer à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je sais que ça a dû être horrible pour toi. » Aïssata releva la tête. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. « Pourquoi as-tu fait ça, Julien ? » ?»« Parce que c'était juste. » »« Non. » Elle secoua la tête. « Pourquoi as-tu vraiment fait ça ? Tu as détruit ton mariage, ta réputation. Pour moi, une simple employée. » Julien la regarda intensément. « Tu n'es pas une simple employée. Tu ne l'as jamais été. » « Alors quoi ? Qu'est-ce que je suis pour toi ?
Il hésita, cherchant les mots justes. « Tu es la première personne qui m'a traité comme un être humain et non comme un héritier. Tu avais 8 ans et tu m'as appris à grimper aux arbres en me disant que mon nom ne comptait pas. Tu m'as rappelé qui j'étais vraiment. » Aïssata sentit sa gorge se serrer. « C'était il y a 20 ans, Julien. Nous étions des enfants. Peut-être. Mais quand je t'ai revu, quand je t'ai vu prendre soin de Léonie, quand je t'ai vu accepter l'humiliation sans perdre ta dignité, j'ai compris que tu étais toujours cette même personne. Authentique, vrai. » Il marqua une pause. Clémence jouait un rôle. Toi, tu es toi-même. Et c'est la chose la plus précieuse que je connaisse. Aïssata ferma les yeux. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Je ne sais pas si je peux accepter tout ça, Julien. La fondation, cette attention. J'ai l'impression de ne pas mériter. Arrête. Julien posa doucement sa main sur la sienne. Arrête de croire que tu ne mérites pas les bonnes choses. Toute ta vie, on t'a appris à être petite, à être invisible. Mais tu es la personne la plus forte que je connaisse. Aïssata ouvrit les yeux, le regarda à travers ses larmes. J'ai peur, Julien. Peur de tout perdre si je dis oui. Peur de me tromper. Alors ne dis pas oui tout de suite. Prends le temps. Réfléchis. Mais promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi de ne plus jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Un sourire fragile se dessina sur les lèvres d'Aïssata. Je promets. Les jours qui suivirent furent étranges pour Aïssata. L'histoire de la rupture de Julien avec Clémence se répandit dans tout Bordeaux comme une traînée de poudre. Les versions variaient. Certains disaient que Clémence avait trompé Julien, d'autres qu'elle avait volé de l'argent, d'autres encore racontaient des histoires complètement inventées. Mais la vérité, celle que Julien avait révélée lors du dîner, circulait aussi, et elle changeait les choses. Aïssata reçut des appels de journalistes voulant l'interviewer. Des femmes de Bacalan, du Mirail, d'autres quartiers populaires, lui écrivirent pour la remercier. « Tu nous représentes », disait une lettre. « Tu nous donnes de l'espoir », disait une autre. Mais elle reçut aussi des messages de haine, des insultes racistes, des menaces voilées, des accusations d'être une profiteuse qui a séduit un homme riche. Elle lisait ces messages tard le soir, dans son appartement, et parfois elle pleurait. Un soir, Madame Traoré frappa à sa porte. « Ma fille, tu pleures encore ?» Aïssata essuya ses larmes, embarrassée. « Ce n'est rien, Madame Traoré. Juste. C'est dur. » La vieille femme s'assit à côté d'elle, prit sa main dans la sienne. « Tu sais pourquoi il te déteste? Parce que je suis noire, parce que je viens du quartier. » Non. Madame Traoré secoua la tête. « Ils te détestent parce que tu leur rappelles qu'ils ont tort. Ils ont passé leur vie à croire que les gens comme nous devaient rester petits, invisibles. Et toi, tu refuses. Tu refuses d'être invisible. Ça les terrifie. » Aïssata la regarda, les yeux brillants. « Mais j'ai peur d'échouer. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de cette fondation, de décevoir Julien, de... »« Tu vas échouer » dit Madame Traoré calmement. « Plusieurs fois, probablement. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu essaies, que tu te battes, que tu montres à Amara et à toutes les petites filles comme elle qu'elles ont le droit de rêver en grand. » Aïssata serra la main de la vieille femme, sentant une force nouvelle grandir en elle. « Merci. » « Pas de remerciement, juste une chose. Ne laisse jamais personne te voler ta lumière, ni par jalousie, ni par amour. Ta lumière t'appartient. » 2 mois après le dîner, la fondation Mathilde Morel ouvrit officiellement ses portes. Elle était installée dans un bel immeuble rénové du quartier de Chartron, un ancien entrepôt de vin transformé en espace moderne et chaleureux. Les bureaux étaient lumineux, décorés de photos de femmes de tous horizons. Une grande bibliothèque proposait des livres en plusieurs langues. Une salle de formation accueillait des ateliers de français, d'informatique, de préparation aux entretiens d'embauche. Aïssata avait recruté une petite équipe, 3 femmes issues de l'immigration comme elle, qui connaissaient les difficultés du terrain. Ensemble, elles avaient créé des programmes d'accompagnement pour les mères célibataires, des bourses d'études pour les jeunes filles, des ateliers d'orientation professionnelle. Le premier jour, 15 femmes se présentèrent. La deuxième semaine, elles étaient 50. 1 mois plus tard, la liste d'attente comptait plus de 200 noms. Aïssata travaillait jour et nuit. Elle rencontrait chaque femme personnellement, écoutait leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs. Elle reconnaissait dans leurs yeux la même lutte qu'elle avait menée toute sa vie. Un jour, une femme marocaine nommée Samira vint la voir. « Madame Diop, je voulais vous remercier.
Grâce à la formation que j'ai suivie ici, j'ai trouvé un travail comme aide-soignante. Pour la première fois depuis que je suis arrivé en France, je me sens digne. Aïssata sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra les mains de Samira dans les siennes. « C'est toi qui as fait le travail, Samira. Moi, je t'ai juste ouvert une porte. Non, vous m'avez montré que la porte existait. » Ces moments-là, ces victoires silencieuses, donnaient à Aïssata une énergie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se couchait épuisée mais heureuse. Elle se levait avec un but. Julien venait régulièrement à la fondation. Il ne dirigeait rien. Il avait été clair que c'était le projet d'Aïssata, mais il apportait son soutien financier, ses contacts, son réseau. Il parlait de la fondation dans les cercles d'affaires, convainquait d'autres entrepreneurs de donner. Et lentement, quelque chose changeait entre eux. Cela commença par des cafés. Après les réunions du conseil d'administration de la fondation, Julien et Aïssata prenèrent l'habitude d'aller boire un café dans un petit bistrot de Chartron. Au début, ils parlaient uniquement de la fondation. Puis, progressivement, les conversations s'élargissaient. Julien lui parlait de ses doutes sur l'entreprise familiale, de la pression de porter un nom, de la solitude qu'il ressentait parfois au milieu des réceptions mondaines. Aïssata lui parlait de ses peurs pour Amara, de ses rêves d'écrire un jour un livre, de ses souvenirs du Sénégal qu'elle n'avait visité qu'une fois. Ils riaient ensemble, ils se chamaillaient sur des sujets idiots, ils se découvraient. Un samedi après-midi, Julien invita Aïssata et Amara à un pique-nique dans les vignes de Saint-Émilion. Les deux petites filles, Léonie et Amara, coururent entre les rangées de vignes pendant que les adultes étalaient une nappe à carreaux sur l'herbe. « Regarde-les, dit Aïssata en souriant. Elles s'entendent si bien, comme nous autrefois. » Aïssata se tourna vers Julien, surprise par la nostalgie dans sa voix. « Tu te souviens vraiment de tout ça? De nous, enfants? Tiens, chaque détail. » Julien sourit. « Le jour où tu m'as traité d'idiot parce que je ne savais pas grimper à un arbre, le jour où tu m'as défendu contre les garçons qui se moquaient de mon accent coincé, le jour où on a volé des fraises dans le jardin et où ma mère nous a attrapés. » Aïssata rit, un rire léger et libéré. « Ta mère était terrifiante. Elle t'adorait en fait. Elle disait toujours que tu étais la seule personne honnête dans cette maison. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant les filles jouer. « Aïssata, dit Julien doucement. Je sais que tout ça a été rapide. La fondation, le scandale avec Clémence, les changements. Je ne veux pas te brusquer. Me brusquer comment? » Il se tourna vers elle, les yeux sérieux. « Je voudrais qu'on se voie. Pas comme patron et directrice de fondation. Pas comme amis d'enfance. Comme deux adultes qui se découvrent. » Le cœur d'Aïssata s'accéléra. « Julien, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les gens vont dire que je t'ai séduit pour l'argent, que... Les gens disent toujours quelque chose, mais ça ne les regarde pas. Ça nous regarde, toi et moi. » Il prit sa main doucement. « Je ne te demande rien d'autre qu'une chance. Un dîner, une vraie conversation. Voir ce qu'il y a entre nous. » Aïssata regarda leurs mains entrelacées. La sienne, brune et calleuse par le travail. La sienne, pâle et soignée. Deux mondes différents, mais qui se touchaient. « D'accord, » murmura-t-elle. « Un dîner. » Le sourire de Julien illumina son visage. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu une semaine plus tard. Julien l'emmena dans un restaurant discret du vieux Bordeaux, pas un endroit ostentatoire, mais un petit bistrot authentique où la patronne cuisinait elle-même. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, avec vue sur les pavés luisants de la rue. Aïssata portait une robe simple en lin beige. Julien avait troqué son costume habituel contre un jean et une chemise blanche. Ils avaient l'air de deux personnes normales, pas d'un milliardaire et de son employé. « Tu es nerveuse ?» demanda Julien en souriant. « Terrifiée », admit Aïssata. « C'est la première fois que je sors avec quelqu'un depuis longtemps. Le père d'Amara ?» Aïssata hocha la tête. « Il est parti quand j'étais enceinte de 3 mois. Il m'a dit que ce n'était pas son problème. Je ne l'ai jamais revu. » Julien serra les poings sous la table. « Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a appris à compter sur moi-même. Et ça m'a donné Amara. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. »« Je la vois, » dit Julien doucement. « La force que tu as en toi. C'est une des choses que j'admire le plus chez toi. » Aïssata sourit timidement. « Et toi? Pourquoi Clémence? Qu'est-ce que tu voyais en elle ?» Julien soupira. « Je pensais voir quelqu'un de fort, d'indépendant. »
Quelqu'un qui comprenait le poids des apparences. Mais en réalité, j'étais seul et elle correspondait à l'image que tout le monde attendait. Et maintenant? Maintenant, je sais que je ne veux plus vivre pour les attentes des autres. Je veux vivre pour ce qui est vrai. Il la regarda intensément. Et toi, Aïssata, tu es la personne la plus vraie que je connaisse. Les mois passèrent et leur relation se développa lentement, précautionneusement. Ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine, parfois pour dîner, parfois juste pour marcher le long de la Garonne, parfois pour des sorties avec les filles. Julien rencontra officiellement Amara, qui le trouva gentil, mais un peu bizarre, parce qu'il ne connaît pas la Reine des Neiges. Aïssata passa plus de temps avec Léonie, qui commençait enfin à sortir de son mutisme. Bordeaux commença à les voir ensemble. Les langues allèrent bon train. Certains approuvaient. Enfin, un homme qui voit au-delà des apparences. D'autres critiquaient. Il fait ça par culpabilité blanche, c'est évident. D'autres encore ricanaient. Combien de temps avant qu'il s'en lasse? Mais eux continuaient, indifférents aux rumeurs. Un dimanche, Julien emmena Aïssata à la plage d'Arcachon. Ils marchèrent pieds nus sur le sable, les vagues léchant leurs chevilles. Le vent soufflait dans les cheveux d'Aïssata. Le soleil faisait briller sa peau. « J'adore la mer, dit-elle en fermant les yeux. Ça me rappelle le Sénégal. Tu y retournerais un jour? Peut-être, avec Amara. Je veux qu'elle connaisse ses racines. » Julien resta silencieux un moment. « Tu sais ce que j'aime chez toi? »« Quoi? Tu n'as jamais honte d'où tu viens. Tu portes tes origines avec fierté. » Aïssata haussa les épaules. « Pourquoi aurais-je honte? Mes parents ont traversé un océan pour me donner une vie meilleure. Ma mère a travaillé 20 ans dans des cuisines pour que je puisse étudier. Il n'y a aucune honte là-dedans. » Julien s'arrêta, la regarda. « Je t'aime. » Le monde sembla s'arrêter. Aïssata le regarda, les yeux écarquillés. « Quoi? Je t'aime, Aïssata. Je crois que je t'aime depuis que nous sommes enfants, mais j'étais trop aveugle pour le voir. » Des larmes montèrent aux yeux d'Aïssata. « Julien, tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Je voulais juste que tu le saches. » Mais Aïssata secoua la tête, un sourire tremblant sur les lèvres. « Non, je veux répondre. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Je t'aime aussi. » Et là, sur cette plage d'Arcachon, avec le bruit des vagues et le cri des mouettes, ils s'embrassèrent pour la première fois. 6 mois après l'ouverture de la fondation, Julien organisa une grande soirée d'inauguration officielle. C'était un événement médiatique. Journalistes, personnalités politiques, entrepreneurs, associations. Mais c'était surtout une célébration pour les femmes qui avaient trouvé de l'aide à la fondation. La salle était décorée simplement mais élégamment. Des photos des bénéficiaires ornaient les murs. Samira dans son uniforme d'aide-soignante, Fatou devant son nouveau restaurant, Amina tenant son diplôme d'infirmière. Chaque photo racontait une histoire de combat, de résilience, d'espoir. Aïssata portait une robe longue couleur émeraude qui faisait ressortir la beauté de sa peau. Ses cheveux étaient coiffés en tresses élaborées, ornées de perles dorées. Elle était magnifique, et elle le savait. Quand vint le moment de son discours, elle monta sur la petite scène installée au centre de la salle. Son cœur battait à tout rompre, mais elle prit une grande inspiration et commença. « Bonsoir à tous, il y a 1 an j'étais invisible. » Sa voix était claire, ferme. Je me levais à 5 heures du matin. Je prenais 3 bus pour aller travailler. Je nourrissais des enfants qui n'étaient pas les miens. Je nettoyais des maisons qui ne seraient jamais les miennes. Et je rentrais le soir dans un appartement de 42 mètres carrés en me disant que c'était tout ce que je méritais. Elle marqua une pause, laissa les mots résonner. On m'avait appris à être petite, à ne pas prendre de place, à dire merci quand on me donnait les miettes, à baisser la tête quand on me manquait de respect. Elle vit des femmes dans la salle hocher la tête, reconnaissant leur propre histoire. Mais un jour, quelqu'un m'a rappelé que je méritais mieux. Quelqu'un a vu en moi ce que je ne voyais plus, ma force, ma dignité, ma valeur. Elle regarda Julien, debout près de la scène, qui lui souriait avec une fierté évidente. Cette fondation n'est pas une charité, c'est une réparation. Une réparation pour toutes les femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien, pas assez françaises, pas assez éduquées, pas assez dignes. Sa voix se raffermit. Nous sommes dignes, nous sommes fortes, nous sommes l'avenir, et personne, absolument personne, ne nous fera plus jamais baisser la tête. La salle explosa en applaudissements. Des femmes pleuraient, d'autres criaient des encouragements.
Aïssata descendit de la scène, submergée par l'émotion. Julien la prit dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi. »« Merci, » murmura-t-elle contre son épaule. « Merci de m'avoir vu. » À la fin de la soirée, après que les invités furent répartis, Julien demanda à Aïssata de rester quelques minutes. Ils étaient seuls dans la grande salle, entourés des photos et des lumières tamisées. Julien sortit de sa poche un petit écrin en velours bleu. « Je voulais te donner quelque chose. » Aïssata regarda l'écrin, le cœur battant. « Julien, ce n'est pas. » « Non. » Il sourit. « Ce n'est pas une bague de fiançailles. Pas encore, en tout cas. » Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur reposait une bague en or simple, ornée d'une pierre verte, une émeraude brute, non polie. « Cette pierre vient du Sénégal, » expliqua Julien. « Je l'ai fait chercher exprès. Elle n'est pas taillée, pas polie, parce que je voulais qu'elle reste brute, authentique, comme toi. » Il prit la bague, la tint entre eux. « Cette bague est un symbole de notre amitié, de notre respect mutuel et de la promesse que nous nous faisons. La promesse de toujours nous voir tels que nous sommes vraiment, sans masque, sans mensonge. » Aïssata sentit les larmes couler sur ses joues. « Elle est magnifique. » Julien lui passa la bague à l'annulaire droit, pas la main gauche, pas encore. Un jour peut-être il y en aura une autre, mais pour l'instant celle-ci suffit. Aïssata regarda la pierre verte briller sous les lumières. Elle pensa à tout le chemin parcouru, à la fillette de Bacalan qui jouait dans les cuisines, à la jeune mère célibataire qui prenait 3 bus pour aller travailler, à la femme qui avait subi l'humiliation en silence, et maintenant, à cette femme debout dans sa propre fondation, portant une robe émeraude et une bague qui représentaient tout ce qu'elle était. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » « Non. » Julien essuya doucement ses larmes. « Merci à toi. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que Bordeaux s'endormait autour d'eux. Un an plus tard, la Fondation Mathilde Morel avait aidé plus de 500 femmes. Certaines avaient trouvé du travail, d'autres avaient repris leurs études. D'autres encore avaient lancé leur propre entreprise. L'impact était mesurable, concret, réel. Aïssata était devenue une figure respectée à Bordeaux. On l'invitait à parler dans des conférences, à conseiller d'autres associations, à témoigner devant des instances politiques. Elle qui avait été invisible était maintenant vue, entendue, écoutée. Mais elle n'avait pas changé. Elle habitait toujours son appartement de Bacalan, même si Julien lui avait proposé 100 fois de déménager. Elle prenait toujours le tramway, même s'il lui avait offert une voiture. Elle restait elle-même. Amara et Léonie étaient devenues inséparables. Elles se considéraient comme sœurs. Julien avait aménagé une chambre pour Amara dans la maison Morel pour qu'elle puisse rester quand Aïssata travaillait tard. Un dimanche après-midi, Aïssata et Julien étaient assis sur le perron de la maison, regardant les filles jouer dans le jardin. « Tu es heureuse ?» demanda Julien. Aïssata réfléchit un moment. « Tu sais quoi ? Oui, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureuse. Pas parce que j'ai de l'argent ou un titre, mais parce que je suis moi-même, pleinement. Sans honte. » Julien l'embrassa sur le front. « C'est tout ce que je voulais pour toi. Et toi, tu es heureux, plus que je ne l'ai jamais été. » Ils restèrent silencieux, savourant ce moment de paix. Au loin, dans les vignes qui ondulaient sous le vent d'automne, on pouvait voir le clocher de Saint-Émilion se découper sur le ciel doré. Les feuilles commençaient à changer de couleur. Rouge, orange, or. C'était la saison des vendanges, celle des récoltes. Et dans cette lumière dorée, Aïssata comprit quelque chose. Elle avait été plantée dans une terre dure. On avait essayé de l'étouffer, de la piétiner. Mais elle avait poussé quand même. Elle avait grandi malgré tout. Et maintenant, elle portait ses propres fruits. La femme qu'on avait voulu rendre invisible brillait désormais sous le soleil. Et personne, jamais, ne pourrait plus éteindre cette lumière. Le mépris peut détruire, mais la dignité reconstruit. Clémence avait voulu humilier Aïssata, parce qu'elle lui rappelait d'où elle venait. Mais ce faisant, elle avait révélé sa propre honte, sa propre petitesse. Julien avait eu le courage de voir au-delà des apparences, de reconnaître la valeur là où la société ne la cherchait pas. Et Aïssata avait appris la leçon la plus importante de toutes, qu'elle n'avait jamais eu besoin de la permission de qui que ce soit pour être extraordinaire. Elle l'avait toujours été. Il lui avait juste fallu le temps de s'en souvenir.